L'équipe de Paul Biya travaille à lui offrir avec assurance et élégance un 8e mandat à la tête de la magistrature suprême. L'opposition, dont une partie semble opposée à une candidature consensuelle en dépit des consultations en cours, croit pouvoir renverser la tendance le 12 octobre 2025. Dans l'une des soupçons de connivence entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel pour valider les fraudes électorales, l'un des défis majeurs reste et demeure la sécurisation des votes. C'est l'un des chevaux de bataille du candidat du parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, à l'élection présidentielle à venir. Cabral Libi est l'invité de Naya TV, sans tabou. Cabral Libili Ngenge, bonjour. Bonjour, monsieur Kamga. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui. Au soir du 12 octobre prochain, vous voyez où? Au soir du 12 octobre 2025, je me vois certainement ici, dans mon QG de campagne, en train de recevoir les procès-verbaux qui viendraient ou qui viendront des différents bureaux de vote où nous aurons missionné nos représentants. Et à l'issue du décompte? À l'issue du décompte, j'espère que le peuple camerounais m'aura fait confiance en m'accordant la majorité des suffrages et que je serai proclamé élu. Élu à l'âge de 45 ans, Cabral Libi est né le 29 mars 1980. Il est juriste de formation. Il a fait ses classes à l'université de Yaoundé de Soie, où il est donc diplômé de master en droit privé international, droit public international, corrigez-moi. Je suis diplômé de ce qu'on appelait à l'époque le DEA, mais maintenant ça s'appelle Master 2, diplôme d'études approfondies en droit international public. Droit international public. Et vous en êtes où avec votre doctorat? Ben, je suis en train de l'achever dans une autre université, autre que celle de l'université de Yaoundé 2. Je rappelle que vous êtes marié. Il y a ce débat sur Cabral, est-ce qu'il est papa et tout. Et d'après nos recherches, vous êtes marié à Madame Bilunga et vous êtes père d'une fille. En effet. Comment elle s'appelle? Paul Eva. Elle a déjà l'âge de vous soutenir dans votre engagement politique? Pas encore, mais ça vient vite. Et elle observe. Ouais. Je rappelle que depuis 2020, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes secrétaire du bureau de l'Assemblée et vous êtes donc le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Après moult tractations en justice, vous avez finalement eu gain de cause, même s'il y a eu pouvoir en cassation de Robert Kona qui se réclame donc la paternité du PCRN. Nous n'allons pas débattre sur cette question-là puisque vous avez eu gain de cause à divers niveaux de la justice. Vous êtes également donc le candidat du PCRN à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vous avez franchi toutes les étapes. Il ne reste plus qu'à ouvrir la campagne, à battre et à convaincre les Camerounais avec votre projet de société. Vous avez déjà choisi au niveau d'Elections Cameroun le thème, la couleur de votre campagne. Il s'agit de l'orange. Vous avez expliqué dans une vidéo le choix de l'orange. Pourquoi sur Naya TV? Pourquoi l'orange? Ben, l'orange parce que c'est la couleur de la communication, c'est la couleur de la proximité, c'est la couleur de la confiance. Voilà. Couleur de la confiance pour Cabral Libi Ngenge, qui est donc notre invité sur Naya TV. Je rappelle que l'épine dorsale de cette émission sera donc les fraudes électorales et comment sécuriser son vote le 12 octobre 2000 prochain pour pouvoir avoir donc un scrutin des plus crédibles qui marquera une phase importante de l'histoire du Cameroun. Cabral, vous avez dans une vidéo récente intitulé Fraude électorale, dénoncer, démasquer ces tripatouillages observés lors des élections précédentes, notamment les législatives et municipales de février 2020, en rapport avec l'élection présidentielle de 2018. Je vous permets, chers internautes, de regarder en quelques minutes et nous revenons sur ce plateau pour
en débattre. Supposons que nous sommes dans le bureau de vote école publique Souzagar B, où on a 500 inscrits. À l'issue du vote, le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants. Candidat du pouvoir, 25 voix. Opposant 1, 100 voix. Opposant 2, 75 voix. Opposant 3, 10 voix. Bulletin nul, 40. Et abstention, 250. Face à cette situation, le représentant du parti au pouvoir propose de l'argent à la directrice de l'école primaire, qui est présidente du bureau de vote. 5 ou 10 000 au seul représentant de l'opposition dans ce bureau et 2 000 francs à chaque scrutateur s'ils ne sont pas du parti au pouvoir. Si la présidente et le seul représentant de l'opposition acceptent, pas de problème. Voici ce qu'on va écrire dans les PV. Candidat du pouvoir, 400 voix. Opposant 1, 50 voix. Opposant 2, 25 voix. Opposant 3, 5 voix. Bulletin nul, 10. Et abstention, 10. Tout le monde signe. Si la présidente du bureau de vote et le représentant de l'opposition refusent, le président de la sous-section ou de la section du parti au pouvoir appelle le sous-préfet, qui appelle le délégué départemental de l'éducation de base, qui va appeler la directrice pour la menacer de suspendre son salaire et l'affecter à Salapoumbé dès le lendemain. Si elle travaille dans une entreprise publique ou une société privée, on va menacer de la licencier. Au même instant, l'élite du coin, qui est ministre, secrétaire général ou directeur à Yaoundé, ou simplement le chef traditionnel, qui est militant du parti au pouvoir, il va arriver avec le commandant de brigade de gendarmerie et menacer le représentant de l'opposition, qui est un enfant du village, de le faire enfermer pour un motif totalement fabriqué, ou lui promettre à lui ou à ses parents toutes sortes de représailles, y compris le bannissement du village. Face à toutes ces menaces, ils vont signer et on dira que le candidat du pouvoir a gagné. Dans le bureau de vote de Souza 11 bis, où le dépouillement a donné à peu près les mêmes résultats, mais où les trafiquants n'ont pas eu le temps d'opérer, ils vont aller intercepter en chemin cette nuit-là ou le lendemain tous ceux qui ont les PV, utiliser les mêmes méthodes d'intimidation et faire signer de nouveaux PV avec des résultats fabriqués. Prenons quelqu'un qui s'appelle Mbok Kamga Aboubakar Daniel et qui vient s'inscrire à lycée d'Aquanor L. Son nom va effectivement sortir à la lycée d'Aquanor L. Et toutes les vérifications qui seront faites dans la liste de Douala 5e ne détecteront aucun problème. Sauf que dans le système informatique, on utilise la majorité de ces données essentielles, sauf son nom. Ainsi, on va créer Kamga Mbok Aboubakar Daniel, Aboubakar Mbok Daniel Kamga, Kamga Aboubakar Mbok Daniel, Mbok Daniel Aboubakar Kamga, etc. Ces noms sont tous différents de Mbok Kamga Aboubakar Daniel. Et donc, pour le système, il s'agit de personnes différentes. Le toilettage des listes, lorsque les inscriptions sont arrêtées, se fait uniquement au sein des communes, des antennes communales d'Elections Cameroun. On va inscrire tous les noms créés à partir de Mbok Kamga Aboubakar Daniel, non pas à Douala 5e, où se trouve le lycée d'Aquanor L, où il est inscrit, ni à Douala d'ailleurs, ni même dans le Vouri, mais dans des bureaux de vote fictifs, en tout cas éloignés, à Libongo, qui est à 700 km de Bertois, à Sokambo et à Kika, qui sont encore plus loin, voire à Hamalade, un village lointain de la commune de Bibémi dans la Benoué, ou encore à Zina, dans l'extrême nord, à la frontière avec le Tchad. Des millions de noms sont donc créés par combinaison et constituent par groupe de 500 des bureaux de vote, qui sont sous le contrôle unique d'une toute petite task force qui est à la manœuvre. Ces bureaux n'ont aucun nom d'individu réel et donc personne n'ira voter là-bas. Leurs PV vont mentionner 100% en faveur du candidat qu'on voudra. Honorable Cabral Libye, député à l'Assemblée nationale et président national du PCRN, qui vous a donc adoubé pour être son candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Dites-nous, nous venons de voir donc ces chiffres où vous démontrez la fraude orchestrée par Elections Cameroun et validée par le Conseil constitutionnel. Dites-nous, comment est-ce que vous avez confronté vos chiffres, vos sources, pour pouvoir conclure qu'il y a bel et bien des fraudes électorales? Alors, d'abord, vous me permettrez d'apporter, mais c'est sans méchanceté, une petite rectification sur le verbe. Je préfère que vous disiez que j'ai été investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. De toute façon, c'est le verbe consacré par le code électoral. L'adoubement, ça pourrait être beaucoup plus polysémique que ça.
Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, vous m'interpellez au sujet de ce que nous venons de suivre, sur comment nous avons trouvé les chiffres, parce que justement l'emploi des chiffres ou la convocation de ceux-ci fait toujours l'objet parfois de débats, de doutes, de contestations. Mais nous n'avons pas fait d'efforts surhumains à la vérité. J'ai devant moi ici, permettez, j'ai ici le rapport général sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ça vient de l'ECAM. J'ai également là le rapport général sur le déroulement du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et des élections législatives partielles du 22 mars 2020. Donc je ne fais pas de magie pour prendre le cas de l'Aliquier, parce qu'il y en a d'autres. Le cas spécifique de l'Aliquier, mais vous voyez, j'ouvre, c'est surligné en rouge. Ça met qu'en 2020, c'est 37 000 votants. Et puis, je peux ouvrir cette autre page, cette fois du rapport de 2018. Et là, j'ai l'Aliquier qui met 125 491 votants. Bon, voilà, ça fait un différentiel. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'effort sûrement à faire. C'est juste un effort d'observation. D'analyse. Ça saute évidemment à l'œil. Je ne trahis pas un secret en disant que lorsque vous êtes entré dans ce bureau pour l'interview, votre première question, en tout cas, la première chose que vous m'avez dite, c'était que c'était tellement gros ce que j'avais dénoncé que vous n'étiez pas très sûr des chiffres. Mais il a juste fallu que j'ouvre ces deux documents et que vous-même, vous fassiez les soustractions et que vous arriviez à la conclusion qu'il y a 88 000 électeurs qui se sont volatilisés dans l'Aliquier en 15 mois. C'est-à-dire, on a une élection le 7 octobre 2018, une autre le 9 février 2020. Ça fait 15 mois, si les calculs sont exacts. Le Covid même n'est arrivé, en tout cas officiellement déclaré, qu'en mars-avril, lorsque nous prêtions serment à l'Assemblée, nous arborions nos écharpes à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas eu d'hécatombe là-bas, il n'y a pas eu d'épidémie de je ne sais quoi là-bas. Comment 88 000 voix se sont volatilisées? Et le plus, quelque chose qui peut également accrocher votre attention, c'est que lorsque vous prenez les résultats de 2018, et curieusement, le candidat proclamé gagnant, combien de voix a-t-il? Curieusement, 82 864 voix, c'est-à-dire le nombre quasiment exact de voix qui se sont volatilisées en 15 mois. Vous tirez par vous-même la conclusion. Alors, nous étions en 2018, il y a donc cette corrélation avec 2020, cet écart des chiffres. Je rappelle que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous n'allons pas parcourir tous les rapports d'Elections Cameroun, puisque ça nous prendrait il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a plusieurs exemples, mais pour 2025, avez-vous jusqu'ici décelé des signes qui prévoient la fraude à l'élection présidentielle? Mais faut-il d'autres signes que celui-là? Celui-là est suffisamment gros pour qu'on n'aille pas chercher plus que ça. C'est ce que je vous dis. Et l'ECAM vous dira qu'entre-temps, le fichier a été nettoyé. Nous n'avons malheureusement pas accès au fichier pour savoir si les chiffres sont... Nous n'avons aucune raison de douter de ce que l'ECAM dit. Nous vous parlons des rapports que nous avons, du rapport de l'ECAM. Y a-t-il meilleure parole de l'ECAM que les documents que j'ai en face de moi? Sauf si vous me parlez d'un autre l'ECAM. Moi, je vous parle d'un l'ECAM qui me dit, moi, vous aussi, que 88 000 voix se sont volatilisées. Et j'attends plutôt que l'ECAM prenne la parole pour nous dire comment 88 000 voix, correspondant exactement au nombre de voix accordées au candidat proclamé gagnant en 2018, se sont-elles volatilisées. C'est là que nous attendons. Mais justement, n'ayant pas de réponse, nous sommes allés au fond. Nous avons enquêté, c'est ce que nous avons dit dans d'autres vidéos. Nous avons cherché à comprendre comment ça se passe et nous avons découvert qu'il y a effectivement un petit groupe de personnes. Vous savez, vous rencontrerez plein de gens à l'ECAM qui ne vous diront ni où ni comment ça se passe. Ils ne sont pas au courant. Donc, encore moins ceux qui en sont les bénéficiaires, c'est-à-dire les militants du parti dont le candidat est souvent proclamé gagnant. Donc, c'est un groupuscule de personnes qui fait ce travail et c'est une grosse et regrettable et extraordinaire fraude numérique que nous avons essayé d'expliquer dans les simulations que nous avons faites dans notre vidéo. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, vous vous appelez Brand Kamga. C'est bien cela. Vous avez un deuxième prénom? Raïssa. Raïssa. Ah, ok. Brand Raïssa Kamga. Eh bien, supposons qu'on affiche que vous êtes déjà inscrit sur une liste électorale. Bien évidemment. Vous pouvez me dire? Yaoundé, Bafoussam.
Non, vous ne pouvez pas être inscrit à Yaoundé à Bafoussam. Ah, vous avez muté. Oui, vous étiez à Bafoussam, vous avez muté à Yaoundé. Voilà. Donc, bon, on ne va pas aller chercher. Supposons que vous êtes inscrit, donc vous, monsieur Brand Raïssa Kamga, je ne sais pas trop quoi, école publique, groupe 1 de Nkolewe. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas très loin d'ici. Vous allez donc, si vous allez à école publique, groupe 1 Nkolewe, disons bureau B, vous trouverez sur la liste affichée votre nom. Donc le problème, ce n'est pas l'affichage. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il y a eu un gros débat sur l'affichage. Et je me suis permis une petite sortie, je disais aux gens, le plus difficile, ce n'est pas l'affichage. Ce n'est même pas le plus compliqué quand vous avez écouté ce que je vous explique. Parce que vous appelez Brand Raïssa Kamga, votre nom figure très bien à école publique, je ne sais pas, groupe de Nkolewe, bureau A. Vous y allez, vous votez, M. Kamga. En revanche, ce qui peut avoir été fait de votre nom, c'est que Kamga Brand Raïssa a généré Kamga Raïssa Brand. Et Raïssa Brand Kamga. Et Brand Raïssa Kamga. Ces trois autres personnes que votre nom a générées ne votent pas là. Donc, même si on affiche la liste, vous ne verrez pas de doublon. Même si on vous donne le fichier numérique et que vous mettez, je ne sais pas trop quoi, un logiciel détecteur de doublons, non. Brand Raïssa Kamga et Raïssa Brand Kamga, ce n'est pas un doublon. Non, ce n'est pas un doublon. Donc, vous ne verrez jamais ça par l'affichage. Et pour que vous ne sachiez même d'ailleurs jamais, ces trois noms générés à partir, ces trois personnes fictives générées à partir de votre nom ne seront pas inscrites dans un bureau de vote là. Non, absolument pas. Vous avez parlé des grands champs de fraude. On va créer un bureau de vote dans un village situé à 12 km du centre-ville de Kika. C'est un arrondissement, je crois, dans la Mbumba Ngoko. Ok. Déjà, pour que vous arriviez à Kika, c'est un problème. Maintenant, pour que vous alliez au village qui est à 12 km de Kika, c'est un autre problème. Et là-bas, il y a peut-être, supposons, ce village s'appelle, je ne sais quoi, on ne va pas inventer des choses, mais il s'appelle A. Et arrivé dans cette école publique là-bas, dans ce village, vous trouverez 3 ou 4 bureaux de vote. Un de ces bureaux de vote peut très bien avoir comme électeur que les noms fabriqués partout ailleurs. Mais si vous arrivez là ce jour-là, ce bureau de vote est bel et bien ouvert. Il y a même un président de bureau de vote dans ce bureau de vote. Il y a même des gens là-dedans. Sauf que personne ne va remarquer tout au long de la journée que il y a un bureau de vote ouvert là, mais dans lequel personne n'est entré voter. Ben, simplement parce que c'est impossible. Personne n'entrera jamais voter là-bas parce que c'est un bureau fictif. Mais encore que si on veut faire que l'affaire soit vraisemblable, on peut même injecter là-bas 3 ou 4 personnes qui iront effectivement voter dans ce bureau de vote. Au bout, on dira que sur les 500, 4 sont allés voter. Mais comme c'est éloigné et qu'il n'y a personne pour surveiller, on dira que tous les gens inscrits dans ce bureau de vote ont voté pour un candidat qu'on a choisi à 100%. C'est ce que nous expliquons. Et nous disons donc, M. Brand Kamga, que le seul moyen de bloquer ça, c'est d'avoir quelqu'un présent dans ce bureau de vote. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on a fini de générer tout ça, on les loge bien dans des bureaux de vote. Et la liste des bureaux de vote est communiquée aux candidats quelques jours avant le vote. Je crois que c'est 8 jours. Donc, en réalité, le bureau de vote en soi-même, il est fictif? Non. Ou il est réel? Le bureau de vote en lui-même existe. C'est ce que je vous dis. Sur le fichier d'Elections Cameroun? Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on va, nous, candidats, on va nous donner la liste des bureaux de vote. Il y en a 33 000. La liste le bureau de vote où il y a les 3 noms générés par votre nom existe. Il est quelque part dans la République. Mais c'est ceux qui l'ont généré qui savent où il se trouve. Ils l'activent et le désactivent, comme on a vu dans la Léquier, quand on veut. Et là, on n'est même pas loin. Dans le cas de la Léquier, on n'est pas à l'extrême nord. On n'est pas à l'est. On est à 0 km de Yaoundé, puisque quand vous avez traversé Zamungwe, vous êtes dans la Léquier déjà. C'est pour ça que nous disons 0 km. Vous n'avez pas besoin de faire un long trajet pour rentrer dans la Léquier. Et ces bureaux, donc, eux, ne sont pas fictifs, mais ce sont les noms des personnes qui doivent y voter qui sont fictifs. Du coup, comme le bureau de vote physique existe,
Le seul moyen de contrecarrer donc cela, c'est d'avoir une personne physique là-dedans qui va vous ramener le PV. Parce que si c'est un bureau de vote rempli de 500 noms fictifs, personne ne viendra voter. Les seuls votants de ce bureau de vote, ce seront ceux qui auront été, c'est-à-dire le président du bureau de vote, les représentants, et ça va faire, je ne sais pas, 4 ou 5 ou 6 votants, et le PV va être établi, et vous, votre représentant, vous le ramènera. À partir de ce moment, on ne peut plus transformer les 500 votants en 100% pour quelqu'un. Parce que vous avez la preuve du contraire. Vous comprenez ce que nous essayons de vous expliquer. C'est pour ça que sur la question de la lutte contre la fraude électorale, j'en appelle à la responsabilité individuelle des Camerounais. Tout le reste, M. Kamga, c'est bien beau. Le seul moyen efficace de lutte contre la fraude électorale reste l'être humain. Je répète, l'être humain, c'est-à-dire des personnes physiques qui vont représenter les candidats de leur choix, mais dans tous les bureaux de vote. Et moi, je ne comprends toujours pas, je n'accepte pas que l'on me dise, M. Kamga, que pour que cette opération d'efficacité fonctionne, qu'il faille de l'argent. C'est vrai, c'est personnel, je dis, j'arrive pas à comprendre, mais je comprends qu'on n'a pas non plus le temps d'éduquer tout le monde. Mais vous venez de dire qu'il y a 33 000 bureaux de vote. 33 000 bureaux de vote, oui. C'est l'information sans doute que vous avez tirée de l'ECAP. Donc on est passé de 25 000 bureaux de vote à 33 000 bureaux de vote en 7 ans, soit. Il nous faut donc, pour chacun des candidats à l'élection présidentielle, il lui faut 33 000 personnes. À minima. À minima. C'est à raison de... Parce que, en principe, on met dans les commissions locales, vous savez, selon la loi, les commissions locales de vote, c'est-à-dire c'est des commissions de chaque bureau de vote. Chaque bureau de vote. Présidé d'un président du bureau de vote, d'un représentant du sous-préfet, ainsi de suite. Donc, tous les partis sont légalement autorisés à désigner un représentant dans cette commission locale de vote. C'est pour cela que je parle de 33 000 et que vous ajoutez à minima. Mais évidemment, on peut en trouver d'autres qui, eux, peuvent être, comme on est en train de le faire maintenant, dans la commission départementale et qui sont même en repérage devant le bureau de vote parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. D'où vient donc votre étonnement quant à la question de mobilisation des ressources financières? Alors, mon étonnement vient de ce que j'ai vécu. En 2018, notamment 2018 et même en 2020, il y a des Camerounais qui nous demandaient de l'argent pour le job de représentation dans le bureau de vote. Il y a même des Camerounais qui, ne recevant pas d'argent après, ont déchiré les PV. D'autres sont partis avec les PV. Et tout ça parce qu'on leur dit que les candidats ont reçu de l'argent pour ça. Bon, je dirais c'est peut-être faux et vrai. Parce que les candidats à une élection présidentielle reçoivent un financement dans le cadre du financement public de la campagne. Pour le cas spécifique de 2018, alors que la caution s'élevait déjà à 30 millions, nous n'avons reçu que 15 millions. 15 millions, oui. Dont la moitié d'ailleurs de la caution. C'était, je crois, la première fois que les frais de financement public à une élection présidentielle étaient aussi bas. Et c'est curieux que ce financement est aussi bas, exactement au moment où la caution, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et moi, je profite de votre micro pour dire à tous ceux-là qui croient que les candidats reçoivent de l'argent pour la surveillance du vote que c'est faux. Ils reçoivent un financement dans le cadre de la campagne. Financement dont je viens de rappeler le montant, dont la modicité ne peut même pas évidemment supporter les charges de campagne. Donc, la surveillance du vote pour son succès, et heureusement j'étais au Sénégal en mars pour l'élection présidentielle qui a eu lieu, et j'ai vu comment les citoyens sénégalais bénévolement se sont mis au service du changement. Et sans le moindre franc. Sans le moindre franc, bien au contraire, c'est même eux qui le cotisaient. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité individuelle de ceux qui nous regardent. Ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales et qui souhaitent le changement. Et les CAM nous dit qu'il y en a aujourd'hui un peu plus de 8 millions. Sur les 8 millions, je présume que ceux qui veulent le changement sont au moins la moitié, donc disons 4 millions. Et si parmi ceux-là qui veulent le changement, il y en a qui disent
moi, il n'y aura pas de fraude dans mon bureau de vote. C'est-à-dire, vous allez voter, vous m'avez dit, dans votre bureau de vote, mais vous serez ce jour-là en train de couvrir et tout le reste. Mais si quelqu'un... Ça n'empêche pas le vote. Ben, oui, mais vous n'aurez pas le temps de surveiller. Vous ferez le travail de journaliste, mais vous voterez. C'est ce que je veux dire. Je parle du citoyen ordinaire qui souhaite le changement. Il n'a qu'à se dire, ça n'arrive qu'une fois les 7 ans. Le 12 octobre, c'est un jour férié. C'est un dimanche, c'est un jour férié. D'ailleurs, tout est souvent fermé, ce jour-là. Donc moi, ma contribution au changement, cette année, se fera dans mon bureau de vote. C'est-à-dire que, comme je suis sympathique ou soutien à tel candidat ou à un tel autre, je cherche les responsables de ce parti, si je ne les connais pas, et je leur dis, écoutez, moi, un tel, je voudrais vous représenter dans mon bureau de vote qui est situé à tel endroit, donnez-moi le mandat, parce que les candidats doivent donner les noms. Et moi, je serai assis là-bas de 8h à 18h. Je partirai de chez moi avec ma bouteille d'eau et mon sandwich. Dans le cas de ceux qui veulent travailler avec le PCRN, nous avons mis en place une sous-commission de la surveillance du vote dans ce que nous appelons la commission stratégique de préparation de l'élection présidentielle. Cette sous-commission est dirigée par Honorable Roland Goïssi. Tous ceux des compatriotes qui se signalent pour faire ce travail, que ce soit physiquement ou par notre site internet www.cabral2025.cm, parce qu'il y a une plateforme dedans, nous leur donnons une formation. Parce que figurez-vous, M. Kamga, vous pouvez être assis dans un bureau de vote de 8h à 18h. Et on fraude comme on veut, sans que vous ne vous en rendiez compte. Je vais vous prendre un petit exemple. La loi dit que la police dans le bureau de vote est exercée par le président du bureau de vote. Vous venez vous-même de dire qu'il y a 33 000 bureaux de vote. Question, d'où sortent les présidents des bureaux de vote? Ça, c'est une question à laquelle aucune loi au Cameroun ne répond. Ni le code électoral, ni aucun autre texte. Et les CAM, tout son personnel, du plancton au président du conseil électoral, il n'atteint pas 5 000. Donc les effectifs de l'ECAM, même si les membres du conseil électoral décidaient eux-mêmes de devenir les présidents du bureau de vote, je dis des membres du conseil jusqu'au dernier employé, ils couvriraient à peine les bureaux de vote de Yaoundé. Mais il pourrait être issu des commissions consultatives électorales qui comportent en leur sein vous voyez que vous conjuguez maintenant au conditionnel. Il pourrait. La vérité, c'est que personne ne sait comment. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que les présidents des bureaux de vote sont recrutés sur la base d'aucun texte qui dresse leur profil, sont recrutés par les chefs d'antenne communale d'Elections Cameroun. Selon que ce chef d'antenne communale est proche de tel ponte ou de tel autre ponte, le choix ira dans un sens ou dans un autre. Et souvent, on ne devient pas par hasard chef d'antenne communale. Souvent, on est recommandé par un ministre, par un directeur. C'est une nomination. Oui, c'est discrétionnaire. Mais que je vous dise que les nominations se font aussi sur recommandation, ce n'est pas extraordinaire. C'est des supputations, prenez-le comme ça. C'est des conjectures. Mais il demeure que souvent les nominations de certains responsables d'antenne ou autre chose ne sont pas toujours anodines. Mais partons même du postulat que c'est anodin. On est en politique, c'est de bonne guerre. Personne ne ferait le reproche à un haut responsable du parti au pouvoir d'entretenir pendant des mois de bonnes relations avec un chef d'antenne. De temps en temps, lui faire un petit cadeau, de temps en temps, l'inviter à dîner. Ce ne serait pas mauvais. Ça crée donc parfois aussi une relation ou un sentiment de redevabilité qui fait que lorsque ce responsable de l'ECAM, vous pourriez m'opposer que je n'ai qu'à faire la même chose vis-à-vis d'eux, mais qui vous dit que je ne le fais pas. Mais ce que ça donnerait, c'est que au moment où ce responsable doit désigner ou choisir des présidents de bureau de vote, il pourrait demander le conseil des personnes avec qui il a plutôt de bonnes relations. Et les personnes choisies en ce moment-là pourraient être missionnées, sans même parfois que le chef d'antenne de l'ECAM ne le sache. Mais passons vite sur ces aspects.
La loi dit que la personne qui est donc désignée comme président du bureau de vote, généralement, c'est le directeur de l'école publique du coin, c'est le proviseur du lycée du coin. Ben, allez savoir dans quel parti militent majoritairement les chefs d'établissement scolaire, vous comprendrez de quel parti viennent. Mais je vous dirais même, M. Kamga, que dans bien des cas, les présidents des bureaux de vote sont carrément les responsables politiques du parti au pouvoir. C'est-à-dire que vous entrez dans un bureau de vote et vous trouvez que le président du bureau de vote, c'est le président de la sous-section du parti au pouvoir. Vous savez, souvent on ne les connaît pas. En politique, tous les coups sont permis. Si le parti au pouvoir parvient à avoir 33 000 représentants, fût-il président de bureau de vote, fût-il représentant officiel du parti, il est donc de votre ressort à vous d'avoir 33 000 personnes disponibles pour se rendre dans ces bureaux de vote-là pour pouvoir suivre vos votes. Cabral Libye, souffrez que je finisse. Vous parliez tout à l'heure, qu'on passe totalement déçu de la question des moyens financiers évoqués par certains. Vous avez parlé de la Bumba Egoko avec des zones les plus reculées possibles. Si dans un bureau de vote, on a dans la localité que des représentants du parti au pouvoir, vous devez quand même bien supporter les frais de votre assesseur qui puisse se déplacer d'un point pour son bureau, puisque le plus souvent, il est volontaire, mais il n'a pas de moyens. Je vous concède qu'en politique, c'est de bonne guerre. Moi, je ne suis pas là en train de pleurer. Hein. Non. D'accord, évolue. Je ne suis pas en train de pleurer. Je suis en train de décrire. Vous avez dit que la ligne rouge de votre émission, c'est la fraude. Je suis juste en train de décrire ce qui se passe. Et figurez-vous, dites-vous bien qu'en le décrivant, je prends mes dispositions aussi. J'étais juste en train de vous dire, si vous permettez, avant de revenir à cette autre question, que dans un bureau de vote, c'est le président du bureau de vote qui assure la police, c'est ce que dit la loi. Quand vous arrivez, même en tant que représentant de parti politique, donc de candidat, c'est ce président du bureau de vote qui souvent vous affecte des fonctions dans le bureau de vote. Donc à vous, on peut vous dire, ok, monsieur Kamga, asseyez-vous là, vous allez contrôler les bulletins de vote. Bon, comme si les bulletins devaient se volatiliser. Et on va mettre quelqu'un d'autre à l'entrée pour contrôler, par exemple, l'identité des électeurs. Mais ça se joue là. Parce qu'un électeur qui débarque avec, certes, sa carte d'identité, mais une carte d'électeur qui ne lui appartient pas, en principe, ne doit pas voter. Mais si celui qui est chargé du contrôle de l'identité est missionné pour ça, ce sera plutôt le code pour savoir que celui-ci est un électeur qui vient voter à la place de quelqu'un d'autre. N'avez-vous jamais entendu parler des gens qui sont allés voter et ont trouvé qu'on avait déjà voté pour eux? Mais c'est ce qui se passe. C'est parce qu'au niveau du contrôle de l'identité, le travail n'est pas fait. Donc, si vous êtes naïf et que vous ne le savez pas, on va vous affecter une tâche dans le bureau de vote. Vous croirez que vous êtes en train de contrôler alors que tout se passe là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent même venir 10 fois dans la journée, parfois même ayant l'encre à main. Mais si celui qui est chargé du contrôle des doigts des gens, au moment où ils viennent voter, mettre des empreintes, a le code, il va laisser passer même s'il voit que vous avez déjà voté. Tout comme il verra bien que celui-ci a changé de t-shirt, il était là le matin avec un t-shirt blanc, maintenant il vient avec une chemise et tout ça. C'est pour cela que nous disions, je disais tout à l'heure que une fois que les gens se signalent pour nous accompagner dans ce travail, même s'ils vont le faire bénévolement, nous avons le devoir de les former à tout ça, de leur dire comment ils doivent se comporter dans un bureau de vote, pourquoi ils doivent aller avec leur sandwich, leur bouteille d'eau, pourquoi ils ne doivent pas se laisser intimider à un moment de la journée, vers 14-15 heures, lorsque le responsable politique ou l'élite du coin va passer, soit pour promettre l'entrée à l'ENAM, soit ayant appelé les parents pour leur dire que parlez à votre fils. Lorsqu'on va vous dire que non, votre père veut vous voir, en fait, c'est pour vous dire de sortir du bureau de vote. Donc, il y a 1000 subterfuges qui sont déployés le jour de l'élection. Subterfuges au sujet desquels le représentant dans le bureau de vote doit être briefé. Vous voyez, ça fait peut-être 20 minutes que nous parlons de cette affaire. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous regardent se disent, mais tiens, mais cette affaire, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout comme j'ai eu des réactions après la vidéo dont vous parliez, des gens qui disaient, mais ce n'est pas possible. On n'a jamais, mais j'ai dit, mais vous parlez de fraude. Souvent, vous venez parler de fraude, de ce qui se passe à Yaoundé, vous perdez votre temps. Parce qu'une fois que l'élection est terminée, la commission locale de vote siège au niveau de la commune. On match tous les PV et on dresse un PV communal
Puis on va au département pour dresser un PV départemental. Donc en fait, il n'y a que 58 PV qui arrivent à la Commission nationale de recensement de vote. Donc vous pouvez venir à Yaoundé et raconter tout ce que vous voulez. Tout s'est joué au niveau de la commune. C'est pour cela, bien que je sois juriste, je dis souvent aux gens, faites attention. Quand on vous dit que l'élection présidentielle se fait sur une circonscription unique, c'est écrit comme ça. Mais il n'y a rien de plus mensonger. La vérité, c'est que l'élection présidentielle au Cameroun se gagne bureau de vote par bureau de vote. J'ai même envie de dire que s'il y a 34 000 bureaux de vote, il y a 34 000 circonscriptions. Donc vous devez vous organiser pour avoir un parfait contrôle de chaque bureau de vote. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que cette élection où nous allons, il y a des endroits où il y a l'insécurité. Dans la partie ouest du pays, dans la partie septentrionale, ça pourrait être compliqué dans des zones comme ça. Mais pour des zones où cela est possible, une fois de plus, j'en appelle encore à la responsabilité individuelle de ceux qui nous regardent et qui souhaitent le changement. N'oublions pas qu'on est en démocratie et qu'il y a des gens qui ont tout à fait le droit de ne pas souhaiter le changement. C'est ça la démocratie. Donc moi, je m'adresse à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et qui souhaitent le changement. Je leur dis, ce n'est pas qu'une affaire de Cabral Libye ou des 11 autres candidats. Ce n'est pas qu'une affaire de coalition, et je sais que je vous sers la transition, ou d'autres choses, c'est d'abord une question de responsabilité individuelle. Qu'est-ce que moi, Brand Kamga, moi, Cabral Libye, ou n'importe quelle autre personne, qu'est-ce que je vais faire le 12 octobre 2025 pour que la fraude électorale ne passe pas par mon bureau de vote? On vous a suffisamment compris. Comment Merci de m'avoir laissé expliquer cela. Nous vous le concédons, c'était utile puisqu'il y a aussi de la pédagogie dans ce que nous faisons. Nous allons évoluer. Comment on fait pour avoir minimum 33 000 représentants de chaque candidat? Puisque vous êtes 12, il y a le RDPC qui a réussi, n'est-ce pas, à avoir toujours des représentants dans chaque bureau de vote, n'importe où au Cameroun. Vous parliez tout à l'heure des bureaux qui sembleraient inaccessibles, mais qui malheureusement ont des PV qui remontent au niveau d'Elections Cameroun pour transmission au Conseil constitutionnel. Comment on fait pour avoir dans chaque bureau de vote un représentant de chaque candidat à cette élection? Brièvement. Très brièvement, c'est le maillage territorial. Comment? Un parti politique entre deux élections, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne du terrain. Il s'installe sur le terrain. Donc, le nombre de représentants dans les bureaux de vote, j'ai envie de vous dire, est proportionnel à votre maillage territorial. Donc, c'est clair que s'il y a des arrondissements où vous n'avez aucun militant, il va vous être difficile d'en trouver pour couvrir les bureaux de vote. C'est pour cela, et je sais que ça peut fâcher des fois, que tous ceux qui se lancent en politique à la veille d'une élection courent déjà le premier risque de ne pas pouvoir avoir de représentants dans les bureaux de vote. Pour la raison évidente que je viens de donner. Mais on peut très bien entrer en politique la veille d'une élection et avoir subitement un nombre impressionnant et incroyable d'adhérents aussi. En 2018, vous avez lancé le mouvement 11 millions de citoyens. C'était bien avant. Mais est-ce que vous avez pu contrôler vos votes en 2018? Pas totalement. Nous l'avons dit à maintes reprises. Nous n'avons pu couvrir qu'à peine la moitié. Je rappelle qu'il y avait de 25 000 de l'époque, oui. Nous l'avons toujours dit. Et c'est pour cela qu'à un moment, nous avons clairement dit que autant nous voyions quelle était notre position sur la base des 12 000 PV que nous avions, autant nous étions incapables de dire que c'est la même position que nous aurions au cas où nous avions le restant des PV que nous n'avions pas pu avoir et que nous sommes restés prudents sur cette question. Donc, vous voyez, et c'est très intéressant ce que vous posez comme question, si vous permettez. En fait, M. Brand Kamga, si vous êtes présent dans tous les bureaux de vote, vous pouvez proclamer les résultats. Vous-même. Moi, pour prendre le cas de l'élection, des élections législatives en 2020, le lendemain matin à 8 h, les résultats de ma circonscription, non seulement je les avais, ils étaient en circulation. Parce que ce n'est pas la magie. Vous savez, à l'issue du vote, là, le 12 octobre, dans chaque bureau de vote, il y a dépouillement.
Et après dépouillement, tout le monde signe, on remplit un nombre de PV équivalent au nombre de représentants dans le bureau de vote. Et tout le monde appose sa signature sur le PV. Donc, en théorie, et je sais pourquoi je précise en théorie, et je vois venir la question, la fameuse question, la PV de l'Écafofoi, j'y reviens. Mais en théorie, j'ai déjà le PV. Donc, je peux moi-même faire l'addition. Je peux faire l'addition. Et c'est cette addition que j'ai faite au lendemain de l'élection. Au point d'ailleurs que lorsque nous sommes allés à la commission départementale, dont j'avais pour représentant l'actuel maire des ECA, le président de la commission s'étant rendu compte que mon représentant avait tous les PV et que Elekam avait les PV, en fait, il a juste dit, ben, vous deux, donnez-nous les résultats. Allez-y, bureau de vote par bureau de vote. Dès que vous avez la même chose, on valide. La commission, ça n'a pas fait 1 heure. Les résultats étaient connus. Tout comme je peux vous dire que nous avons perdu la commune de Konyambeta. Petite commune par le nombre de bureaux de vote. 25 bureaux de vote. Konyambeta. C'est dans le Mban. Nous avions 20 PV à minuit. Et nous donnait un peu plus de 50% des suffrages. On a même proclamé qu'on a gagné. Et comment vous avez perdu? Parce qu'il a manqué 5 PV. Et les 5 PV venaient des zones où nous étions convaincus de gagner. Parce qu'on savait quelle est la cote de popularité qu'on avait là-bas. Sauf que les 5 camarades qui avaient ces 5 PV ont disparu de la circulation et ne sont réapparus qu'un mois après. Et quand on est allé... passé? Mais ce qui se passe, c'est que, n'ayant donc pas les 5 PV là, Elekam est venu avec... Qu'est-ce qui s'est passé avec vos camarades disparus et réapparus un mois plus tard? Je vous assure que je ne les ai même plus jamais rencontrés. Si un jour je les rencontre, je vous dirai. Mais ce que je sais en revanche, c'est que les 5 PV, curieusement que Elekam a brandi venant de ces 5 bureaux de vote, donnaient 100% gagnant notre adversaire, qui nous coiffe donc avant 6 h du matin au poteau. Voilà la réalité. Je vais vous dire quelque chose, M. Kamga. Dites-nous. En 2018, j'ai reçu des PV sur lesquels il était mentionné que j'avais 0 voix. Monsieur Kamga, c'est important ce que je vous dis. Et qu'est-ce qui se passe pour que j'ai 0 voix? Ce qui se passe, c'est que à un moment de la journée, le jour de l'élection, une élite du parti au pouvoir passe par le coin et donne de l'argent à tout le monde dans le bureau de vote. Ce que nous avons décrié et décrit dans la première partie de la vidéo que nous avons regardée tout à l'heure. Alors, mon représentant a pris de l'argent et le nouveau PV qu'on lui a donné. Sauf qu'il n'a pas été vigilant. Et dans le nouveau PV qu'on lui a donné en contrepartie de l'argent qu'il a reçu, on avait mis que j'avais 0 voix. Donc lui, il débarque ici, et c'était ici d'ailleurs. Il débarque ici avec le PV, et Anne Fegon Noah. Donc même lui, votre représentant n'a pas voté. Anne Fegon Noah Biloa, ma porte-parole, qui à l'époque était responsable de la réception des PV ici, vient me dire que vous avez 0 voix. J'ai dit, mais appelez-moi le camarade à question. Mais camarade, même toi, il sursaute. Il dit, mais comment ça, je vous ai voté? Non, c'est 0 là. Bon, on a compris ce qui s'était passé. Vous savez, je raconte tout ça parce que je réponds à la question du fameux PV de l'Ekam qui fait foi. Si les fraudeurs pouvaient se contenter du PV de l'Ekam, qui peut créer les résultats qu'il veut, ils ne se donneraient pas autant de mal. Et pour corrompre les représentants des autres partis et pour intimider. Monsieur Brankamga, dans la commune de Nkolmetet, en 2018, une dame, c'est d'ailleurs elle qui dirigeait 11 millions de citoyens là-bas. Soyez bref. Le jour de l'élection, des gens habillés en costume, dit-on des policiers, parce que c'est la commune d'un haut fonctionnaire de la police, ont débarqué dans le village où elle était dans un bureau de vote. L'ont sorti manu militaire du bureau de vote. L'ont ramené chez elle. Lui ont intimé l'ordre devant le chef du village de faire tous ses sacs et de quitter le village, séance tenante. Voilà les réalités. J'ai 1000 histoires comme ça à vous raconter, mais sur le PV de l'Ekam,
Comment on évite tout cela en 2025? Monsieur Bran Kamga, le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit deux, détentrice d'un PV, sortie d'un bureau de vote, dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats, au bénéfice d'un faux PV qu'Elekam aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait là où vous n'avez pas de représentant. C'est là où vous n'avez pas de représentant qu'on met ce qu'on veut dans les PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut même être idiot pour le faire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que dans plein de localités, parfois c'est les parents qui appellent leurs enfants et leur disent que le chef est assis dans ma maison. Viens ici avec le PV. On ne veut pas d'opposition dans ce village. Voilà la réalité. Donc si Elekam et les autres fraudeurs pouvaient se contenter de fabriquer des PV pour faire échec au PV sorti des bureaux de vote, mais pourquoi ils se donneraient autant de mal? Ils ne feraient que ça. La vérité, et je vous le dis en juriste, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des documents en plusieurs exemplaires qui circulent, il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse foi au cas où il faut départager les documents. Et c'est pour cela que celui de l'ECAM fait foi. Donc moi, à titre personnel, on peut toujours m'accuser de tous les noms sur cette question. Petite anecdote, 2018, je suis en réunion avec le conseil électoral à Douala et un acteur politique bien connu, je peux citer son nom, M. Elimbi Lobé, prend la parole et invoque cet article. Et immédiatement, dans la même réunion, le responsable de l'ECAM, de Douala 5e de l'époque, lève la main et prend la parole. Et lui dit, mais monsieur, comment êtes-vous devenu conseiller municipal la dernière fois? Bon, M. Elimbi ne semblait pas bien se rappeler. Il lui dit, mais moi je vais vous rappeler. Lorsque nous sommes allés à la commission de consolidation des résultats, les PV avaient tellement d'anomalies que nous vous avons demandé à vous du SDF, dont les écritures étaient beaucoup plus lisibles, de nous donner vos chiffres. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé? L'autre a confirmé. Est-ce que ce n'est donc pas comme ça que vous avez été élu? L'autre a confirmé. Il lui a donc dit, mais quelle est l'expérience personnelle que vous avez déjà eue de changement de résultat à cause d'un PV de l'ECAM fabriqué la veille? Il n'a pas donné. Donc, parfois, arrêtons aussi de couvrir nos propres défaillances. Si nous sommes incapables d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, et vous avez bien fait de poser la question tout à l'heure en faisant la comparaison avec le parti au pouvoir, vous avez tout à fait raison. En termes de maillage territorial, M. Kamga, le parti au pouvoir est le mieux implanté. Il ne faut pas faire de la magie pour ça. Bon, ils le doivent à leur ancienneté, à leur force, à leur puissance, ils sont au pouvoir. Mais statistiquement, ils sont les plus implantés. Mais est-ce que cela empêche que les autres s'implantent aussi? Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a tellement d'intimidation que nos militants n'arrivent pas à vivre. Vous avez vu dans les réseaux sociaux récemment comment la plaque du PCRN a été dessouchée dans un village au sud. Je crois que c'était dans l'océan. Dans un village par le chef du village qui a dit « je ne veux pas d'opposition ici ». Il est venu devant caméra et a dessouché la plaque du PCRN. Donc, peut-être vous ne le savez pas, nous qui sommes sur le terrain, nous savons que c'est parfois très difficile pour les partis d'opposition de s'implanter. Vous avez certainement vu lorsque le congrès du PCRN a été interdit à Kribi, vous avez tous suivi la sortie publique du maire qui disait que de toute façon, si ce congrès avait été même autorisé, c'est avec les engins que nous aurions écrasé les militants du PCRN. Donc l'hostilité, notamment du parti au pouvoir, contrairement à ce qu'affichent souvent dans les médias leurs communicants, l'hostilité que le parti au pouvoir, en tout cas, oui, c'est le parti au pouvoir, en tout cas ses élites, un peu partout, impose à l'opposition est à peine imaginable par beaucoup de gens qui en parlent juste en termes de commentaires. Juste en termes de commentaires, je vous le disais tout à l'heure, c'est une phrase très connue, notamment dans le contentieux post-électoral, seuls les PV de l'ECAM font foi. Cabral Libi, comment on fait pour accepter les PV sortis des urnes en cas de soupçon de fraude? Comment on fait pour accepter? Pour faire accepter vos PV qui semblent les originaux, les plus authentiques et qui traduiraient
la sincérité du scrutin? Monsieur Bran Kamga, lorsque seuls les PV d'Elekam font foi. Ayant été journaliste comme vous et intervieweur dans une vie précédente, je sais, je connais le plaisir que les journalistes ont parfois à débattre du sexe des anges. Mais je vous dis, je vais aller à ma 3e élection. Je n'ai toujours pas vécu l'expérience où le résultat officiellement rendu public diffère de ce que j'ai dans mes PV. Je parle de ce que j'ai, c'est ce que je vous dis. Parce que si, dans une élection de 34 000 PV, j'ai 20 000 PV, et qu'il me reste donc 14 000 que je n'ai pas, une fois que je peux attester que les résultats rendus publics sur les 20 000 PV que je possède sont conformes, je ne vais pas conclure que tout ce qui est contenu donc, dans les 14 000... être présent dans tous les 33 000 bureaux de vote. C'est très important ce que je vais dire. On va je ne peux pas, par imagination, conclure que les résultats contenus dans les PV que je n'ai pas sont frauduleux. Je peux le faire parce que je veux faire de la politique. C'est-à-dire vous l'avez dit, la solution c'est être présent dans tous les bureaux de vote. Je ne sais pas pourquoi vous voulez m'étouffer sur ce point. Évoluer, je vous ai dit que je vais consacrer cette émission à activer la responsabilité individuelle des gens. Parce que nous sommes dans un environnement... C'est nous qui vous avons invité, monsieur. Oui, mais souffrez que j'obtienne 2 ou 3 choses aussi, s'il vous plaît. Ne vous accaparez pas du contenu de notre émission. C'est bien compris. Mais ce sur quoi, concédez-le-moi, s'il vous plaît, je veux insister, c'est que nous sommes dans un environnement où les gens aiment écouter une certaine musique. Les gens aiment entendre que la fraude, c'est le RDPC. La fraude, c'est Eleka. Ce discours les arrange parce qu'ils masquent leur paresse, leur faiblesse. Vous allez à une élection. On a 8 millions d'électeurs. Vous voulez être élu président de la République. Ça veut dire que vous êtes à la recherche de la majorité des 8 millions. Pour que vous soyez élu, il va falloir qu'au moins 3 millions de personnes votent pour vous. Comment on peut aspirer à obtenir 3 millions de suffrages? Comment peut-on penser qu'on va avoir 3 millions de suffrages, mais être incapable de trouver 34 000? 34 000 de 3 millions, je n'ai pris que 3 millions pour gagner. Bon, 3 millions et demi, parce que, bon, disons même, le président Biya a gagné avec 2 millions et demi, je crois, en 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc, supposons que celui qui va gagner... Bon, maintenant, comme on est passé quand même de 6 millions à 8 millions, disons que celui qui va gagner aura 3 millions de voix ou 3 millions et demi de voix. 35 000, 34 000, c'est quoi? 10% de 3 millions et demi, non? C'est 10%, je crois. Enfin, je n'ai jamais été très bon en arithmétique, mais ça doit commencer par 1. Si ce n'est pas 1%, c'est 10%. Alors, moi je pense, M. Bran Kamga, que si j'ai l'intention de remporter 3 millions et demi de suffrages, je dois quand même en faire la preuve en mobilisant 34 000 surveillants dans les bureaux de vote. Ah oui. Ah oui. Parce que je ne pourrais pas avoir 3 millions et demi de suffrages s'il n'y a pas au moins 34 000 personnes qui me sont sympathiques et qui peuvent accepter de travailler bénévolement pour protéger mon vote. Si j'en suis incapable, c'est que j'ai un problème. Et c'est cette faiblesse que nous n'aimons pas assumer. Parce que pour gommer cette faiblesse, entre 2 élections, M. Kamga, vous devez être sur le terrain. Vous devez être en train de travailler. Vous devez être en train de bêcher, de vendre votre projet, d'essayer de vous implanter, de former des gens. Si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne l'avez pas fait suffisamment, quand on arrive donc au point où on est arrivé, et c'est le sens de votre question, vous devez vous réinventer ou vous inventer. C'est pour cela que l'argent donc intervient. C'est-à-dire, à défaut d'avoir des militants et sympathisants qui peuvent bénévolement faire ce travail, on est donc obligé de chercher de l'argent. Et je vous dis que je ne m'exclus pas. On est donc, c'est pour ça que j'ai lancé, je l'ai dit, parce que je reconnais que mon niveau de maillage territorial, quand je dis mon, le niveau de maillage territorial du PCRN aujourd'hui ne couvre pas encore l'entièreté du territoire camerounais. Donc, je suis conscient de ce que pour gommer cette insuffisance, il me faut de l'argent, cette fois pour payer des prestataires. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais à qui je vais donner de l'argent pour qu'ils me représentent dans un bureau de vote, en espérant qu'ils se contentent de l'argent que je vais leur donner. Ils pourraient en prendre ailleurs aussi. Parce que malheureusement, j'ai des adversaires beaucoup plus fortunés qui pourraient aller les voir. Oui, Cabral vous a même donné combien 5 000. Oh, dis donc. Voici 15 000.
Au plus. Prends le nouveau PVC, tu peux pas lui donner. Ou plus. Ah non, mais il y a des cas où on parle de 50 000, 100 000. Hein. Non, vous n'avez pas idée. Est-ce que vous savez qu'il y a même des Camerounais qui maintenant vont eux-mêmes se présenter aux candidats pour les aider à les représenter dans les bureaux de vote? C'est un job. C'est devenu un job électoral. Donc il y a des gars maintenant qui se font des sous pour ça. Vous voyez jusqu'où l'irresponsabilité et l'impuissance apprise peut amener des gens. À chacun donc de prendre ses responsabilités pour accompagner son candidat afin d'avoir les bons procès-verbaux sortis des différents bureaux de vote le 12 octobre prochain. Nous n'avons pas la prétention d'avoir parcouru tous les angles ou toutes les méandres de ce qui concerne la surveillance des votes, mais nous allons dans un instant poursuivre avec cette émission de Sans Tabou avec notre invité. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV. Notre invité est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cabral Libi Linguengue, c'est son nom. En 2018, il était 3e à l'issue de la proclamation officielle des résultats avec 6,18% de voix. Il veut donc en 2025 faire mieux et pourquoi pas devenir le 3e président de la République du Cameroun. Cabral Libi, qui est donc député à l'Assemblée nationale, secrétaire de bureau. Cabral, il y a depuis... Secrétaire du bureau. Secrétaire du bureau. Je reste convaincu qu'il y a une différence entre secrétaire du bureau et secrétaire de bureau. Merci beaucoup, secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Cette précision il y en a 11, est importante. Merci beaucoup. On a donc vu ces concertations ces derniers temps entre les différents candidats, notamment les 11 autres. Mais vous, on vous a très peu vu sur le terrain, in situ personné. Vous travaillez apparemment à part. Non, mais lorsque vous m'avez écouté depuis le début de l'émission, vous vous doutez bien que ce que je fais depuis 2018, ce n'est pas de préparer des réunions de coalition. C'est le maillage territorial. Lorsque nous publions un ouvrage idéologique en 2021 et un projet de société en 2024, on ne publie pas tout ça parce qu'on prépare des réunions de coalition. Donc nous avons affaire. Lorsqu'on décide d'aller à une élection présidentielle, on essaie de se donner les moyens de la gagner. Ce qui ne veut pas dire que la mutualisation à laquelle nous tenons, et nous l'avons toujours dit, n'en vaut pas la peine. Mais pour aller droit à votre question, si vous ne nous avez pas vus dans certaines de ces concertations, c'est parce que dans certains cas, nous n'avons simplement pas été conviés, et c'est tout à fait normal. Pour que les gens se réunissent, il faut bien que quelqu'un en prenne l'initiative. Donc, celui qui en prend l'initiative invite qui il veut. Il y a aussi des cas où nous avons été invités, mais nous ne pensions pas que ce serait pertinent pour nous d'y aller. Je prends par exemple le cas de la réunion de Fumban. J'ai été formellement invité par Madame la Présidente Tomaïno Ndamdjea, mais je vous avoue, et je m'en suis d'ailleurs excusé auprès d'elle par la suite, que je n'avais même pas vu l'invitation qu'elle m'avait envoyée par WhatsApp, parce qu'en ce moment bien précis, nous étions en train de rédiger notre mémoire de défense au Conseil constitutionnel. Il ne faut pas oublier que cette réunion s'est tenue alors que nous, on était, en tout cas en ce qui me concerne, on n'était pas encore officiellement candidat parce que notre candidature avait été attaquée au Conseil constitutionnel. Donc, lorsque par la suite, elle nous a adressé l'invitation sur le suivi de ce qui avait été décidé à Fumban, j'ai pris la peine de lui dire, Madame la Présidente, je vous remercie pour l'invitation,
Mais n'ayant pas participé à ce qui s'est fait à Fumban, je ne peux pas aller au suivi. Donc, je vous prie, lorsque votre agenda le permettra, de trouver un moment pour que nous ayons un échange, pour que vous me briefiez déjà sur ce qui s'est passé, pour que par la suite, je sache quoi dire à mes camarades de parti et dans quoi nous nous inscrivons, parce que ce n'est pas qu'une histoire qui engage Cabral Liby en tuer toute personne. Je suis à la tête d'une dynamique, d'une formation politique. Mais en dehors de ce cas-là, il ne me souvient pas avoir été convié à d'autres assises, peut-être que ça viendra. Même pas du groupe de Douala? Non, non, absolument pas. Et l'alliance de Jean-Michel Nietzsche? Ça, c'est une vieille affaire plutôt. Ça, c'était l'APC. Vous vous souvenez? Je crois d'ailleurs que mon vice-président en charge des relations avec les organisations est d'ailleurs revenu sur une chaîne de télévision il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qui s'était passé. Nous avons reçu le courrier, si vous voulez que je le redise, nous avons reçu le courrier de mon collègue Jean-Michel Nietzsche, nous demandant de nous rallier aux candidats de leur plateforme. Et nous nous sommes fait le devoir. Je lui ai répondu par mon vice-président, Maître René Roger Bébé, de leur répondre en toute amitié que notre approche à nous n'était pas de rallier les uns tout de go derrière les autres, c'était plutôt de s'asseoir, de réfléchir à une feuille de route que nous on a toujours structurée en 3 étapes: la construction d'un projet commun, l'élaboration d'une stratégie commune de surveillance des votes et puis la définition des critères objectifs pour départager ceux d'entre nous qui pourraient être donc, comme disent les latins, le primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs. Parce qu'à la vérité, lorsqu'on mutualise, on choisit juste celui qui sera devant et on se repartit tout le reste. Parce que, chacun sachant très bien que si on gagne, moi je vais jouer tel rôle, par la suite je vais jouer tel rôle par la suite. Je vous ai posé cette question en 2018, je vous la repose en 2025. Êtes-vous prêt à mutualiser vos efforts et à mettre quelqu'un d'autre pour être candidat de l'opposition, entre guillemets? Lorsque vous m'avez écouté, la réponse, elle est évidente, M. Kamga. Il me souvient d'ailleurs que c'est la même que je vous avais donnée en 2018. Tiens, une fois que nous nous asseyons, première chose, que proposons-nous aux Camerounais? Projet commun. J'ai d'ailleurs vu que certaines des initiatives là ont adopté un peu ce schéma et c'est tant mieux. Enfin, prétends pas en être l'inventeur ou quoi que ce soit, ou en avoir la chance de garder. Jusqu'ici, vous semblez évoluer en vase clos. Non, pas en vase clos. J'évolue, c'est tout. C'est-à-dire, et merci de reconnaître que j'évolue. C'est que je suis sur une trajectoire, je vous l'ai dit, depuis la dernière élection de 2018. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui ont annoncé depuis très longtemps leur intention d'être candidat à cette élection. Et nous ne travaillons qu'à ça. Donc, toutes les autres choses nous trouvent sur une trajectoire. Donc, j'étais en train de vous dire, M. Kamga, que pour nous, théoriquement, évidemment, on s'assoit. Nous avons le manifeste de la rupture et du progrès, qui est notre feuille de route, notre projet de société. Vous avez quoi? On pose tout ça sur la table. Quels sont les points qui nous fâchent? Quels sont les points qui nous rassemblent? On peut décider d'expurger ce qui nous divise et de ne retenir que ce qui nous réunit. On a un projet. À moins de 2 mois, c'est faisable? Dans d'autres pays, ça s'est même fait en 1 semaine. C'est rien ça. À partir du moment où les uns et les autres ont déjà des projets, ce n'est pas bien compliqué. Si vous allez sur notre site internet, www.cabral2025.cm, vous verrez comment nous avons décliné notre projet de société, notre programme, nos axes majeurs. Vous pouvez même aller là-bas, tout est en bullet point. Donc, une fois qu'on l'a fait, deuxième chose, ce par quoi vous avez commencé cette émission, nous avons un gros problème, celui de la fraude électorale. Comment on en vient à bout? Et là, on entre dans l'objectivité de nos structurations. Qui a quoi? Ok, M. Cabral Liby, vous, votre parti, couvre quel endroit, quel autre endroit, quel autre endroit? Donc, sur les 34 000 bureaux de vote, combien de bureaux de vote pouvez-vous couvrir? Je dis. Et la même chose chez d'autres. Il va y avoir des endroits où nous n'aurons chacun, probablement, personne. On réfléchit ensemble sur comment on y trouve des gens. Deuxième étape. Troisième étape. Ok, on a un projet commun, une stratégie de lutte contre la fraude. Lequel d'entre nous sera en tête? Et si on gagne, qui jouera quel rôle? Pour déterminer celui qui sera en tête, il y a ce que nous appelons, nous, au PCRN, des critères objectifs. C'est-à-dire que lequel d'entre nous rassemble le plus de Camerounais? Lequel d'entre nous n'est pas objet de clivage ou je ne sais quoi?
lequel d'entre nous a un rayonnement qui fait qu'on puisse toucher facilement telle cible, telle cible, telle cible. Ok, après, derrière lui, on met qui? Parce que. Tout ça, c'est une réflexion qui ne demande pas d'être agrégé de quelque faculté que ce soit ou de je ne sais trop quoi que ce soit. C'est ce que nous disons depuis. C'est pour cela qu'une approche où on nous dit venez simplement vous aligner, on ne pouvait pas. Autant on la respecte, autant ça ne correspond pas à notre approche. Et c'est ce que nous disons depuis. Si ça va dans ce sens-là, je peux vous dire, je réponds à votre question, évidemment que oui. Parce qu'une fois que nous aurons arrêté les critères objectifs, mais moi je n'aurais même rien à craindre à aller expliquer à mes militants. Parce que moi je n'oublie jamais que dans cette affaire, je suis à la tête des gens. Je dirige des gens, je dirige un groupe. Et souvent ça fausse le débat, vous savez. Lorsque vous avez en face de vous un leader politique qui n'a pas beaucoup de gens à diriger, parfois la prise de décision pour lui est beaucoup plus facile. Il peut se lever à 8 h et prendre une décision à 9 h qu'il engage les quelques personnes qu'il peut contacter et qui le suivent. Moi, je suis dans une structure que je me suis investi d'ailleurs moi-même à consolider, de telle sorte que le pouvoir est diffus. Vous avez vu que même mon élection, même ma candidature à l'élection présidentielle, elle a fait l'objet d'une procédure interne, un appel à candidature lancé par le bureau politique. J'ai dû déposer pour mon propre parti un dossier de candidature qui est exactement comme le dossier que l'ECAM me demande. Et tous les autres qui voulaient aussi être candidats ont fait de même. Et cette commission a siégé sur la base de critères objectifs qui figurent et dans nos statuts et dans notre règlement intérieur. C'est sur cette base que j'ai été choisi. Donc, moi, je dirige un groupe où je veux avoir des choses claires à leur dire. Et une fois qu'on arrive à ces conclusions-là, je peux dire à mes camarades, écoutez, au regard de tel élément, celui qui réunit le plus de critères favorables pour conduire victorieusement cette mutualisation, c'est un tel. Acceptons de jouer ce rôle, toutes les garanties sont données, on n'aura pas à le regretter. Et c'est pour cela que nous disons, et nous l'avons dit à l'ouverture de notre congrès en Kola-Famba récemment, que seuls des gens qui n'ont rien à perdre croient que cette affaire est une aventure. Lorsqu'on mise gros, et c'est le cas pour nous, on y va prudemment et méthodiquement. Vous avez parlé des aventuriers. Beaucoup au sein de l'opinion publique vous taxent aujourd'hui de tous les noms. Nous ne saurions donc élaguer cette question-là. Ou l'éluder. Ou l'éluder. On va même plutôt l'élaguer. Vous faites partie des candidats dont une partie de l'opinion estime que vous avez été fabriqué, notamment en 2018, par le système en place pour contrecarrer à l'époque Maurice Kamto. Vous avez fait vos classes. 2025, Maurice Kamto n'est plus là. Vous êtes là. Et du coup, on se demande aujourd'hui, Cabral Libye, est-ce que ce n'est pas de l'impossible, la coalition dont espèrent beaucoup de Camerounais, coalition qui n'a pas pu avoir lieu en 2018. Vous parliez des critères il y a quelques instants. Est-ce qu'on ne coupe à tout droit avec une autre déception des Camerounais? Ok, M. Brankamga. Je vais répondre à... Parce que votre question ouvre une autre. Mais si vous permettez que je m'y engouffre, c'est très important. Vous ouvrez là la brèche de ce que nous appelons au PCRN l'impuissance apprise. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans les têtes des Camerounais que certaines choses sont impossibles. Et ils commencent eux-mêmes à le répéter. C'est faux, M. Brankamga. C'est possible à un candidat. Cela ne remet pas en cause tout ce que je viens de dire sur la mutualisation. La mutualisation augmente les chances de victoire. Mais je vous dis, en vous regardant dans les yeux, en regardant dans les yeux ceux qui nous regardent, que c'est possible de gagner l'élection présidentielle pour un candidat. Statistiquement, je le répète, je l'ai déjà dit et je le répète. Depuis 1992, les 3 premiers ont remporté à chaque fois plus de 90% des suffrages. Paul Biya, Bello, Samuel Lebois, 92. Paul Biya, Hokbenlen, Frundi, 97. Paul Biya, Garga Amanadji, Frundi, Garga Amanadji, 2004. Paul Biya, Ndamjoya, Paul Biya, Frundi, Ndamjoya, 2011. Paul Biya, Kamto, Libye, 2018. Allez sur Google. Ça veut dire quoi cette constante? C'est ceux qui font des études de sociologie électorale et tout ce que vous voulez, qui arriveront à la conclusion que, en fait, le peuple, l'électeur camerounais est très rationnel. La multiplicité des candidatures n'a jamais, en fait, provoqué l'émiettement des voix.
Le seul cas où ça aurait pu être décisif, c'était 1992. Parce que le premier avait 39%, le second 36%, le troisième, Bello Bouba Maïgari, qui revient maintenant 15%, avec 500 000 voix à l'époque. Donc, on peut arriver à la conclusion que si Bello Bouba Maïgari avait rejoint la coalition autour de John Frundi, peut-être que John Frundi aurait pu gagner cette élection présidentielle. C'est un rappel historique important maintenant que Bello Bouba lui-même revient à l'élection et qu'il veut une coalition autour de lui. C'est bien aussi de rappeler cet élément. Je sais qu'on va me tirer dessus en disant que je l'ai attaqué. Non, je rappelle simplement un élément factuellement historique. Donc, arrêtons même l'histoire très pertinente de la coalition ne doit pas être un blocage psychologique pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, si finalement il n'y a pas coalition, c'est impossible. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux. La coalition rassurerait davantage l'opinion. Et ça, je le comprends. Mais il faut bien que l'opinion intègre que c'est d'elle-même que dépend le résultat. Je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que si ceux qui sont en train de nous regarder, M. Kamga, décident chacun d'empêcher la fraude dans son bureau de vote, que vous ayez coalisé, vous, candidats ou pas, on aura, au sortir des urnes, la réelle volonté du peuple camerounais et nous pourrions être tous surpris. Dernier exemple, mars 2024, élection du Sénégal. C'est une élection à 2 tours au Sénégal. Mais je rappelle que Diomaye Faye a gagné au premier tour. Ce qui veut dire que c'est possible. Mais contre qui? 17 autres candidats. Ça, c'est un détail que beaucoup de gens oublient. Et parmi les 17 autres candidats, il y a 3 anciens premiers ministres, 2 anciens maires de Dakar, le maire de Kaolack, 2 professeurs d'université, un ancien directeur général des douanes, une grande femme d'affaires et ainsi de suite. Et le président sortant. Et le président sortant, ou le candidat du pouvoir sortant. Et le peuple a décidé. S'il vous plaît, inspirons-nous de bons exemples. Et avant ça, la question que vous me posiez, c'était qu'il y a une partie de l'opinion qui dit que je suis une fabrication du système. Brièvement. C'est vieux comme le monde. Hein. Depuis que j'ai mis le nez en politique, j'entends ça. Moi, j'ai toujours entendu ça. Et venant des mêmes, c'est la même opinion, hein, elle n'a pas beaucoup changé. C'est les influenceurs connus, des gars des réseaux sociaux et tout, d'anciens journalistes. C'est mes adversaires politiques. Vous savez, un jour, et la vidéo circule, vous l'avez cité tout à l'heure, le professeur Kamto. Un jour, j'ai vu une vidéo de lui, après le congrès de son parti, une petite vidéo de lui, où il parlait aux jeunes. Il recevait les jeunes de son parti. Et il mentionnait donc l'ensemble de choses qui avaient été créées par le système pour empêcher, créées contre lui. Et il a mentionné 11 millions de citoyens. Bon, ce jour-là, j'ai sursauté, je me suis dit, ah tiens, je croyais que jusqu'ici, c'était plutôt des gens qui inventent des choses, qui disaient ce genre de trucs. Mais bon, que quelqu'un de ce niveau-là en soit arrivé à dire ça à ces jeunes militants, c'est là que je me suis rendu compte que l'affaire était vraiment grave. Et nous, ça nous avait beaucoup choqué à l'époque quand on se souvient comment on peinait, comment on souffrait quand on a créé 11 millions de citoyens et la pénibilité avec laquelle on a pu mettre ça en route. Mais quand je vous dis que tout ça s'inscrit dans l'impuissance apprise, et c'est très important ce que je vais vous dire, M. Bran Kamga. Je ne sais pas si vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, catholique confirmé, tant mieux. Entre autres. Tant mieux. Et beaucoup de ceux qui nous regardent comprendront s'ils sont chrétiens. Parce que pour moi, l'histoire de Jésus m'a beaucoup intrigué. Je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un qui transformait l'eau en vin, multipliait les pains, les poissons, guérissait les malades, les estropiés, réveillait les morts, avait été assassiné par la volonté de ceux qui buvaient son vin, mangeaient son poisson et son pain. Parce que ceux qui ont regardé le film, il y a un moment, il y a un jugement. D'un côté, il y a Barabbas, qui lui, il est un bandit confirmé, un voleur, un voyou et tout ce que vous voulez. Et de l'autre, il y a quelqu'un qui donnait de l'eau, du verre. Alors, brièvement, vous dites quoi? Que si on a tué Jésus, qui êtes-vous pour ne pas subir des coups bas? Mais vous êtes d'une intelligence incroyable. C'est-à-dire que je ne vous la soupçonnais pas. Donc, il n'y a rien de nouveau. Parfois, il arrive que c'est même ceux qui sont propres
qui sont le plus tués, parfois assassinés par ceux qui sont sales. Parce que justement, ça les arrange. Parce que justement, vous êtes pour eux un cas de conscience. La vérité, M. Brankamga, c'est que j'ai réussi là où d'autres ont échoué. C'est très important. C'est très important. Mais pourquoi vous voulez aller vite sur cette affaire? Elle est très importante. Chutez donc brièvement. Je ne suis pas fils d'eux. Je ne suis pas ancien ceci ou cela. Je ne suis pas issu de la grande famille d'eux. Je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de ceci. Je n'ai pas d'argent. Donc, lorsque j'émerge, souvenez-vous, j'ai revu ça circuler. Jean de Dieu Momo, je salue le ministre, qui disait si cet individu a 1% à Cyril Bojiko, je vous donne 1 million. Mais j'étais tellement méprisable aux yeux de ces gens qui se disent, mais non, quelqu'un qui n'a pas, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Jésus. Souvenez-vous, ceux qui l'ont tué posaient la question, mais c'est le fils de qui, d'où vient-il? À partir du moment où on n'arrivait pas à le rallier à une famille, il était dangereux. À partir du moment où on ne pouvait pas tracer comment il a fait, il devenait dangereux. Simplement parce qu'on ne le casait pas. On a construit une société du reste à ta place. Même vous, M. Brankamga, moi je vous ai connu, journaliste dans une chaîne de la place. Le média que vous tenez aujourd'hui, moi j'en ai connu les débuts. Vous avez parlé de l'interview de 2018. Vous avez été là. J'ai connu les débuts de ce média. Mais ceux qui ne s'y intéressent pas pourraient très bien... En 2018, j'y étais pas. C'était bon, c'était Jean-Bruno Tagné, M. Lowe et d'autres. Mais on pourrait vous soupçonner, quand je vois le niveau de matériel que vous êtes venu déployer ici, que peut-être vous recevez les financements d'eux ou de... Non. Moi, j'ai réussi quelque chose et je rends grâce à Dieu pour ça et je salue les Camerounais. N'ayant pas 30 millions en 2018, j'ai demandé au peuple de m'aider. Les journaux me dessinaient à l'époque comme mendiant avec une sébile sous des manguiers. Vous n'êtes pas allé à la présidence débloquer les absolument 200 pas. millions dont on parle. Mais moi, je suis encore celui à qui on reproche. Dans l'affaire Kona Robert, on m'a reproché, moi, de ne jamais être allé à la présidence, de ne pas aller aux invitations. Pourtant, on a filmé d'autres hommes politiques à la présidence. Mais eux, le fait qu'on les ait filmés même en catimini, ils sont toujours très bien. C'est nous autres qui sommes un problème. Non, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart du temps, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans des sociétés où l'impuissance apprise est bien implantée, eh bien, vous devenez un cas de conscience quand vous êtes propre. Et le problème de Cabral Libye, c'est ça. C'est-à-dire que Cabral Libye est un problème de conscience. Mais moi, je vais vous dire, M. Brankamga. Chutez, s'il vous plaît. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cabral Libye travaillait à l'université de Yaoundé 2 comme cadre d'administration universitaire. On y a coupé son salaire. On a coupé mon salaire à Yaoundé 2 pendant 1 an pour me punir d'être allé à l'élection présidentielle. Puis j'ai été élu député par la grâce du peuple. Arrivé à l'Assemblée par la volonté de Dieu, j'ai été élu membre du bureau. On me l'a encore reproché. Aujourd'hui, je suis candidat. Je n'ai rien contre ceux qui ont été ministres de Paul Biya, qui sont candidats aussi. Je n'ai rien contre ceux qui... C'est chacun sa trajectoire. Le peuple qui n'est pas dupe sait faire le tri entre ce que déverse comme ineptie cette partie d'opinion marginale dont vous parlez et la vérité. La vérité, c'est que j'aime mon pays. Je me sacrifierai pour mon pays. Et je crois que ces gens qui sont en train de nous regarder en ce moment-ci, eux aussi aiment leur pays. Et que s'ils décident de faire de moi le président de la République, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Seul Dieu peut l'empêcher. Nous le disions tout à l'heure, en politique, tous les coups sont permis. Il y a la psychologie de la politique parce que ce sont des informations, des rumeurs à tort ou à raison jetées au sein de l'opinion pour vous discréditer. Aujourd'hui, comment convaincre l'électorat de la sincérité de votre ambition à diriger le Cameroun? C'est en leur disant la vérité, comme je suis en train de le faire maintenant. Et moi, je pense plutôt que ça marche. Moi, je rends grâce à Dieu et je remercie tous ceux qui m'accompagnent dans ma trajectoire politique. Nous, on fait constamment des évaluations. Constamment. Le nombre de militants du PCRN a considérablement augmenté de 2018 en 2025. Les meetings que j'ai faits ces dernières années, c'est-à-dire les rassemblements populaires que j'ai faits, soit à l'étranger, soit partout sur l'étendue du territoire, il y a plus de monde qui se rassemble lorsqu'on annonce mon arrivée qu'avant 2018. Donc, sauf à avoir d'autres types d'indicateurs, il y a un certain temps,
seuls des influenceurs qui étaient contre moi me brocardaient et polluaient l'opinion de toutes sortes de saletés. Mais aujourd'hui, il y a davantage d'influenceurs qui, eux aussi, artistes, si je vous dis moustique charismatique, ça vous renvoie à quelque chose. Si je vous dis Diane Nama, ça vous renvoie à quelque chose. Si je vous dis Chelsea, ça vous renvoie à quelque chose. Laura Sen, ça vous renvoie à quelque chose. Donc, il y a comme ça, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas cités, le but n'était pas l'exhaustivité. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression, quand je regarde, nous, on a un fichier central des cartes. Quand moi, je vois le nombre de militants encartés et je vois la courbe de progression, j'ai plutôt l'impression que le fait que j'ai tenu parole en plaçant le mandat parlementaire sous le signe de l'épuisement au travail, ça a plutôt touché les gens. Le travail que nous faisons, et je remercie mes camarades du fond du cœur, du bureau politique, du comité directeur, les démembrements régionaux, départementaux, en tout cas les coordinations des circonscriptions et les communes, nous nous battons, nous sommes à la tâche. Et c'est la somme de ce travail qui nous permet aujourd'hui de penser que notre cote de popularité augmente, que nous occupons une meilleure place dans les cœurs des Camerounais. Donc de ce point de vue, écoutez, nous nous sommes plutôt rassurés et encouragés dans le travail que nous faisons. On va donc chuter dans cette émission de Sans Tabou avec Cabral Libby pour parler des axes majeurs de votre candidature pour cette élection. Je rappelle qu'il y en a 11 qui correspondent également aux 11 grands axes de aux 11 chapitres de cet ouvrage de société. Voilà, ouvrage de 360 pages. Merci beaucoup. On ne va pas rentrer dans 360 pages, mais les Camerounais doivent retenir l'essentiel. 11 axes majeurs, dont l'éradication de la corruption, le fédéralisme communautaire, la préservation de notre africanité, la préservation de notre souveraineté, l'effectivité de notre souveraineté. Voilà, la décentralisation communautaire, la protection sociale, sécurité et sûreté nationale, la réforme de la justice, l'éducation et la recherche, la réforme de l'État, la rénovation de l'État et la libération de la richesse et de l'emploi. Voilà donc les 11 axes globalement en 30 secondes, s'il vous plaît. Comment on réussit à mettre en œuvre tous ces programmes pour changer le Cameroun? D'abord, on arrive au pouvoir par la volonté du peuple et puis on est déterminé, on fait de la rupture. C'est pour ça que nous portons le mandat de la rupture et du progrès. Il faut aimer les gens. Et votre slogan, réussir ensemble? Pour dire oui, réussir ensemble. Il faut aimer les gens. Il faut pas effrayer les gens. Il faut aimer les gens. Moi, je suis de ceux qui pensent, M. Bran Kamga, que lorsque Dieu vous accorde la grâce de vous les élever et de présider aux destinées d'un peuple, il faut l'aimer. Il faut porter la croix des gens. Il faut ressentir les souffrances des gens. Et dès que vous êtes dans cette posture mentale, notre vision prend du sens. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Vous serez soucieux de protéger les gens. Vous allez travailler pour soulager les souffrances des gens. Et vous allez libérer les énergies. Et Dieu sait que dans ce pays, nous avons la grâce d'avoir reçu des énergies qui sont malheureusement en latence. Le capital est mort. Vous avez dit l'essentiel. Il y a une chose que nous démontrons et la campagne arrive. Nous disons, nous prenons le pouvoir l'an prochain. Dès 2026, vous prenez 700 milliards, M. Bran Kamga, décaissement spécial. Vous mettez 2 millions par commune au Cameroun. 500 millions sur les 2 milliards. J'ai dit 2 milliards par commune. 500 millions pour équiper chaque commune en 5 engins. Le bulldozer, la pelle chargeuse, la niveleuse, le compacteur et un camion. Vous avez résolu le problème des routes. Vous demandez à l'entreprise qui vous livre ces engins de mettre une usine de montage ici avec des pièces détachées. Nous aurons l'occasion. Vous équipez les hôpitaux. Nous aurons l'occasion, si votre emploi vous équipez les écoles, de venir sur votre les autres 500 millions, vous lancez l'agro-industrie. Dans un autre je vous dis, oui, bien sûr, je comprends, mais je suis en train de vous dire que j'ai la grâce d'avoir une équipe qui aime le Cameroun. Et nous avons travaillé à penser un projet. Comme vous le dites, pourquoi vous ne nous organisez pas un débat avec les 11 autres candidats? En tout cas, ceux qui accepteront. Moi, je vous le dis tout de suite. Parce que je voudrais qu'on sorte des distractions, des diversions, des débats sur des individus. On croit que parce qu'on aura sali l'adversaire, alors les gens vont voter pour nous. Non. Ceux qui s'opposent à l'opposition que nous sommes travaillent pour le régime en place et sa perpétuité. Mais c'est leur choix politique. Nous, ce que nous demandons, c'est l'opportunité de montrer aux Camerounais ce que nous voulons faire, à quel point nous les aimons, à quel point nous ressentons leurs souffrances et nous avons réfléchi à des solutions. C'est ça qui nous préoccupe. Cabral Libby, bonne chance et on espère vous retrouver pendant la campagne.
Merci à vous, M. Kamga. Et si Dieu nous donne vie et santé, on se retrouvera volontiers. Merci beaucoup. Votre souhait donc, c'est d'être le 3e président de la République du Cameroun. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, ainsi qu'aux autres 11 candidats. Vous êtes donc 12 au total retenus pour cette élection du 12 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce numéro de Sans Tabou qui avait pour invité Cabral Libi Lingenge, candidat à l'élection présidentielle sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous avons essentiellement parlé des fraudes électorales et surtout de la sécurisation des votes pour un scrutin objectif le 12 octobre prochain. Merci de nous avoir regardés et portez-vous bien. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,